Bombi TV. TV. Alors The Tidy Stock, c'est une association de recherche et de développement des arts martiaux historiques européens. C'est un peu barbare comme nom, mais qu'est-ce que ça veut dire arts martiaux historiques européens ? En fait, ce sont toutes les techniques martiales qui ont été employées sur le continent européen aux époques historiques. Quand on dit arts martiaux, on pense tout de suite à kung-fu, karaté, tradition, on va dire, plus asiatique. Nous, pourquoi recherche et développement et pas juste sport et pratique ? C'est simplement que nos pratiques à nous, elles se sont arrêtées. Les pratiques martiales asiatiques, souvent, il y a eu une transmission jusqu'à notre époque avec des maîtres qui continuaient d'enseigner à des élèves. Nous, c'est pas le cas. Et donc, du coup, recherche et développement, c'est parce qu'on doit redécouvrir le geste martial, donc comment on se sert de ça ou de ça, parce qu'on doit trouver donc, dans des sources, dans des traités, on doit comprendre, on doit traduire, on doit pratiquer. Et donc, du coup, c'est une activité qui est assez à la fois intellectuelle et physique. On travaille à partir de sources historiques. Notre démarche est complètement universitaire, en fait. Et ce qu'on appelle une source, ça va être un document. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Le plus évident auquel on pense, ça va être un manuel de technique qui a été écrit par un maître d'armes à l'époque. Et dans les mains, j'ai justement une reprographie. Donc, ça veut dire se dire qu'on l'a scanné. Pas nous, mais le musée l'a scanné et nous en a fait parvenir une reproduction d'un manuscrit de Fiore dei Liberi du début du XVe siècle. Et on va avoir à l'intérieur du texte et des images qui vont nous expliquer ce texte. Josué a d'autres types de manuscrits, des documents de travail qu'il va pouvoir vous présenter. Là, on a vu un document qui est très joli, très bien illustré, avec des belles couleurs et assez peu de texte, mais il faut savoir qu'une source, ça peut avoir un aspect bien moins avenant. Si vous voyez ici, ce sont des pattes de mouche écrites en haut allemand. Montre à la caméra. Là, nous avons la page originale que quelqu'un s'est amusé à transcrire, c'est-à-dire qu'on recopie les lettres dans un truc plus facilement lisible, puis à traduire. La paléographie. Voilà, donc là, c'est un savoir-faire universitaire, qui est la paléographie, qui est la base en fait de tout ce qu'on peut faire. Si on n'arrive pas à extraire l'information de ça, on ne peut pas pratiquer. Et voilà en gros la base de notre pratique. On vous en parle en dernier, parce que c'est souvent ce qui est le moins intéressant, on va dire, spectaculaire à aborder, mais c'est de là que tout part en fait. Si personne ne trouve un manuscrit, on ne peut pas travailler. Voilà. Je vais laisser ma place à ma camarade Laure, qui va vous parler de sa période de prédilection et des armes de l'époque viking. Bonjour Laure. Bonjour. Alors, la période viking, c'est une période qui va être à peu près entre le 8e siècle et le 11e siècle, qui va être surtout concentrée en Scandinavie. Donc on va avoir un équipement qui va être assez large au niveau des armes. Le premier élément défensif qui est assez réputé, c'est le bouclier. Donc il va être un grand bouclier rond, comme celui-ci, et avec ce qu'on appelle une manipule centrale, donc une poignée au milieu qui va permettre de faire bouger le bouclier un petit peu dans tous les sens pour se protéger. On va au moins avoir sur soi ce qu'on appelle un scramasax. Donc c'est un grand couteau que tout le monde a sur soi, qui sert un petit peu à tout. Voilà, et ça reste quand même une arme défensive, voilà, pareil, comme on a pu en parler ou voir après avec les dagues, ça reste un élément central. Ensuite, quand on va vouloir aller se battre, on a aussi sur soi ou chez soi au moins une hache. Donc ça va être l'arme qu'on va retrouver le plus souvent pour la période viking. Ça va être au moins la hache avec des tailles différentes, des formes différentes également. On peut retrouver des très grandes qui font presque 1,80 m ou alors des petites haches à main, et on va souvent les utiliser avec le bouclier. Ensuite, si on a un petit peu plus de moyens, on va utiliser une lance. Donc ça, c'est une arme qui est très pratique, qu'on va retrouver sur plein de périodes différentes. C'est même une des armes les plus anciennes pour la chasse, et qu'on va retrouver même en période de guerre jusqu'à environ la fin du 19e siècle. Donc celle-ci, elle est un petit peu particulière, comme vous voyez. On a deux petits crochets qu'on appelle des ailettes, qui sont vraiment typiques de la période scandinave viking.
et qu'on va retrouver également aussi en France, sur les périodes mérovingiennes par exemple, ou germaniques, et elles vont changer un petit peu de forme. Donc on ne sait pas encore tout à fait à quoi elles pouvaient servir. Et donc c'est là qu'intervient aussi notre travail dans les AMHE, de pouvoir expérimenter et voir un petit peu à quoi pouvaient servir ces petites ailettes. Ça, c'est une dague qui n'est pas un simulateur. On ne s'amuse pas avec cet outil-là, avec les copains, parce qu'on peut les blesser. Donc du coup, celui-là, c'est celui de l'or en plus. On a des simulateurs qui font à peu près la même taille, qui ont à peu près la même forme, et qui vont nous servir à pouvoir pratiquer, expérimenter en toute sécurité. Alors une dague, c'est constitué de quoi? C'est constitué d'une poignée, c'est constitué d'une lame avec un bout qui pique, parce qu'on s'en sert surtout pour piquer les gens, et parfois il y a un côté tranchant, mais c'est pas du tout obligatoire. Voilà. Une dague, c'est vachement pratique. Je vais vous montrer sur l'or, même si je l'aime bien. On parlait tout à l'heure d'un outil qui avait une forme et un objectif propre en fait. Pourquoi? Parce que si on plante l'or par le dessus comme ceci, on s'aperçoit que la lame va arriver très proche de tout ce qui est organes vitaux, cœur, poumon, etc. Et pareil par le dessous. Cette taille de lame fait exactement la bonne taille pour aller oxyre quelqu'un, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas des vrais trucs, parce qu'on n'a pas envie de se tuer les uns les autres. Une épée, c'est toujours plus ou moins fait pareil, hein, ça fait penser à une grande croix. Mais qu'est-ce qu'il y a sur une épée? Sur une épée, il y a une lame avec 2 tranchants. Il y a également une poignée, un pommeau qui sert à faire un contrepoids avec la lame, et ceci qu'on appelle des quillons. Et si on se demande qu'est-ce qui sert à faire mal sur une épée, on va dire la lame, c'est quand même fait pour. Mais en fait, tout sert à faire mal. Un coup de pommeau dans la tête d'un monsieur, ça fait mal. Un coup de quillon dans un œil ou dans une pommette, ça fait très mal aussi. Un coup de lame, ça fait mal. Un coup de poignet dans les dents, ça fait également mal. Ce que je voulais vous dire, comme avec la dague, c'est que c'est un outil qui est fait pour faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire mal. C'est un outil qui a un but de défense, mais on ne se défend jamais aussi bien qu'en menaçant les autres avec quelque chose qui peut leur faire très mal. Donc tout sur ce genre d'arme peut servir à faire mal. On a un autre type d'épée. Alors j'ai pas dit, hein, pour la période historique, on est sur 14, 15e, début 16e, pour l'épée à 2 mains. Pour l'épée à une main, on est plutôt 13e, 14e siècle. Ça, c'est une épée qu'on va utiliser avec un petit bouclier rond comme celui-ci. On appelle ça épée bocle. Ça sert à se protéger et à se défendre dans la rue. C'est une tradition française, très, très en vogue à Lyon, où notamment les étudiants portaient ça beaucoup pour se défendre, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe au XIVe siècle dans la rue, dans un coin sombre des pentes de la Croix-Rousse le soir. Et puis on peut aussi se battre dans les arts martiaux historiques européens avec des bicyclettes. On a un traité, on a quelques planches qui nous apprennent à nous défendre, surtout les dames, armées de sa bicyclette. On la met sur la roue arrière et on chasse l'ennemi avec. On peut se défendre avec une grande chope de bière dans une taverne. Voilà. Il y a des maîtres d'armes qui ont théorisé des façons de se défendre dans à peu près toutes circonstances, à toutes les époques, parce que c'est quand même vachement bien de savoir sauver sa tête. Mais la meilleure des façons de se défendre, c'est encore de savoir quoi faire de ses mimines. Ou juste de fuir. Ou de fuir, tout à fait.